Thierry Frémaux, qu'est-ce qui fait la beauté d'une sélection cannoise? C'est, je crois, l'idée qu'elle vient dire à ce moment-là ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire sa beauté, c'est sa force et sa contemporanéité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de 12 jours de festival en aimant encore plus le cinéma et en aimant encore plus la vie. Il y avait ce slogan autour de la vie et du cinéma et que Truffaut avait revisité, ou peut-être c'est lui qui avait commencé dans La Nuit américaine. Est-ce que le cinéma est plus important que la vie? Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on est à Cannes, on est enfermé, on est sur la Côte d'Azur, dans cette belle région du monde, et pourtant le monde sera sur l'écran. Et si du côté des émotions esthétiques, on a des choses chaque jour, alors on peut considérer que le voyage valait la peine. Dans la diversité, voire l'hétérogénéité d'une sélection, est-ce qu'on peut trouver une cohérence? Est-ce qu'il faut trouver une cohérence? Alors nous, on ne cherche pas la cohérence. En tout cas, quand on sélectionne des films, on passe un hiver à regarder des films, on les sélectionne un par un pour ce qu'ils sont chacun, et il nous apparaît parfois, après avoir pris un peu de recul, que dans les films sélectionnés, dans les thèmes, encore une fois, tant sur le contenu que sur la forme, il apparaît des points de convergence dans la création contemporaine, soit des thèmes scénaristiques communs, soit au contraire des... Je souris parce que par exemple cette année, et ça j'en parlais à Luc Dardenne, je lui dis c'est quand même vous qui avez inventé le filmage de nuque, c'est-à-dire la caméra qui va derrière un personnage et qui va le filmer très proche de la nuque. Maintenant, beaucoup de cinéastes font ça. Jacques Audiard a réinventé une sorte de cascade voiture, attaque voiture, et un travail sur le son, on se met à la place du personnage par le son, dans la grande scène du Prophète. On a retrouvé ça beaucoup, on retrouve ça même dans le cinéma français. Donc il y a des thèmes communs, et puis il y a des manières de faire qui évoluent. Et les cinéastes voient les films, les uns les autres toute l'année, et il y a des choses qu'on retrouve. Mais nous, on ne cherche pas la cohérence, il n'y a pas de ligne éditoriale. La ligne éditoriale se fait après, et elle se fait même après, quand nous, on présente la sélection. Et souvent, les gens me disent, alors quels sont les grands thèmes de cette année? Je ne réponds jamais à cette question, parce qu'on ne cherche pas, nous, à faire des thèmes. En revanche, après 12 jours de festival, là, il y a des choses qui vont apparaître, mais presque toute la sélection, pas seulement la compétition, toute la sélection officielle, puis même toutes les sections parallèles également. Ça dit des choses sur l'état du cinéma. Il y a également, je crois, beaucoup de grandes histoires d'amour, ce qui n'est pas toujours le cas dans la sélection. Ça reste quand même un thème, l'amour fondamental. Je dirais presque autant l'amour que l'intimité. C'est-à-dire qu'au fond, parmi les films que nous avons, et la sélection française incarne assez bien ça. Il y a des films comme celui d'Emmanuel Berco, comme celui de Jacques Audiard ou de Stéphane Brisé, qui parlent du monde. Et puis il y a des films comme celui de Valérie Donzelli ou celui de Mai Wen qui parlent de l'intime, donc de l'amour, de la passion, de la société, des mœurs, etc. Et là encore, c'est le hasard. Mais c'est bien, parce que ce sont les deux choses à la fois. D'ailleurs, un Jacques Audiard, évidemment, continue de faire cette visite à une espèce de radiographie de la société française, et tout en donnant des personnages et tout en nous permettant de nous mettre psychologiquement à l'intérieur de personnages. Et ce qui me frappe beaucoup, moi, cette année, par exemple, c'est que les sociétés occidentales sont en crise profonde, crise d'identité, crise sociale, crise politique, et on sait tout ça. Crise environnementale. Et on fait rien. Hein. On sait tout ça, mais on fait rien, quoi. Mais on sait qu'il y a des gens pas loin de nous qui n'ont pas de domicile. Il y a des gens qui sont au chômage. Il y a des gens qui ont des problèmes d'éducation. Il y a des gens qui ont des problèmes de fin de mois. Et je ne dis pas que les voir au cinéma, ça réglera les problèmes, mais au moins, le cinéma nous dit des choses, quoi. Par exemple, dans le film de Jacques Audiard, qui raconte le parcours d'immigrés tamouls qui sortent de la guerre dans leur pays et qui arrivent en France. Jamais, je crois, dans le cinéma français, on s'est mis à ce point dans la tête de gens qui nous voient, nous, Français, d'un point de vue différent. Nous, on pense toujours que c'est nous, les gens normaux, et on voit les gens
de manière différente. Là, c'est le contraire. C'est assez instructif et c'est assez beau, à la fois d'un point de vue de cinéma et aussi sur le fond. Vous disiez lors de la conférence de presse que la sélection émettait des hypothèses sur le fond, mais aussi sur la forme. Êtes-vous surpris de voir que le cinéma peut encore se montrer créatif, peut encore inventer? Est-ce qu'il le fait? Oui, le cinéma peut se montrer créatif, mais c'est de plus en plus difficile d'être original. Il y a 120 ans de cinéma. Il y a la télévision, il y a la vidéo, il y a Internet, il y a tout ça qui est venu donner au monde des images des ingrédients supplémentaires. Je suis frappé de voir comment le cinéma continue de s'en sortir, comment le cinéma ne s'inspire pas tant que ça des séries. Le cinéma reste un langage particulier, sacré, 1h30, entre 1h30 et 3 heures de film, et frappé comment les cinéastes font preuve de créativité. Déjà, un élément du débat que de dire qu'il y a beaucoup de créativité dans le film hongrois de László Nemes qui évoque le camp d'Auschwitz. Et le film lui-même, dans sa forme, pose à nouveau la question de comment peut-on, aux deux sens du terme, faut-il aussi fictionnaliser une histoire dont on a toujours dit qu'elle ne devait pas être représentée, ou qu'elle ne pouvait pas être représentée, qu'on ne peut pas faire du spectaculaire avec la question de la Shoah. Bon. Ce sont des débats qui vont, je crois, ressurgir avec ce film et qui est aussi la question de la position de l'image. Le cinéma ne cesse jamais de se la poser. La télévision, pardon, se la pose peut-être pas toujours, un peu plus, mais on a vu évidemment au moment des attentats en France que ces questions-là ressurgissent, c'est-à-dire que peut-on, que doit-on montrer? Internet, n'en parlons pas, et sauf à découvrir l'existence réelle des snuff movies, jusqu'à preuve du contraire, le cinéma n'a pas montré la mort réelle. Internet, et c'est ça qu'il faut se dire aussi, montre aujourd'hui la mort, et sur Internet, on voit des gens qui se font décapiter. Et un festival de Cannes, c'est aussi l'assemblage de ces cinéastes qui se posent des questions. On est dans les 120 ans du cinéma. Lumière et ses opérateurs se sont d'emblée posé des questions de cinéastes. Et les cinéastes, je trouve, continuent de se poser, si j'ose dire, les bonnes questions, en tout cas, dans une sélection cannoise comme celle-là, de permettre d'apporter des films qui viennent aussi interroger notre position de spectateur. Quels sont cette année les pays qui vous ravissent, vous surprennent le plus de par les thèmes qu'ils abordent, les propositions cinématographiques qu'ils ont? Par exemple, ces 3 pays apparus dans le paysage, disons, depuis une dizaine d'années, la Roumanie, le Mexique et la Corée. Dans les années 70, les grands pourvoyeurs de films, c'était l'Europe de l'Est qui est beaucoup moins présente. Il y a un film hongrois, mais il y a de moins en moins de cinéma russe, de cinéma polonais. C'est bel et bien toutes ces questions-là qui se posent, y compris aux réglementations de la Commission européenne, parce que nous sommes dans une Europe avec des pays qui n'ont plus de créateurs ou qui ne défendent pas leurs créateurs. Et nous, les Français, on apparaît comme des gens étranges qui défendent les créateurs au lieu de défendre les consommateurs. Oui, nous en France, on ne défend pas les consommateurs, nous sommes tous des consommateurs, mais nous défendons les créateurs si un jour on veut pouvoir continuer à consommer des choses. Et le Mexique reste un pays où, si j'ose dire, chaque année, il y a un film mexicain qui n'est jamais réalisé par le même metteur en scène. Donc, il y a des jeunes générations qui arrivent sans cesse. Sur la Roumanie, c'est le film de Radu Muntean ou de Corneliu Porumboiu, sont 2 films, 2 réalisateurs qui sont déjà installés dans le paysage, mais qui confirment et qui reviennent. Puis la Corée, grand pays de cinéma historiquement, continue elle aussi de faire une visite où maintenant on est de plus en plus dans le croisement des genres, où justement on va faire un film d'auteur, mais qui sera un film policier. Un film historique, mais qui sera un film d'auteur, etc. Et voilà, ça c'est très important. Et puis le retour des grands auteurs comme Hou Hsiao-hsien, qui incarne à lui tout seul presque la singularité de la création, là encore, de cette manière de faire du cinéma qui est différente et dont il faut accepter la différence, même si depuis les débuts de l'histoire du cinéma quasiment, en particulier grâce ou à cause du cinéma américain, mais pas seulement, on a donné des codes, disons, classiques de ce qu'était un film, un objet d'1h45, 2 heures, qui vous raconte une histoire et qui vous prend à l'émotion dans une sorte de suivi narratif permanent qui fait que vous ne devez pas vous ennuyer. Bon, mais le cinéma, c'est pas que ça. Et quand sont apparus les premiers tableaux abstraits,
On s'est demandé ce que c'était, puis après on s'est rendu compte que c'était de l'art quand même, et en tout cas de la création. Le cinéma, il faut en accepter aussi le principe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du cinéma différemment. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a dans cette sélection des films difficiles à regarder, devant lesquels on s'ennuie, parce que c'est plus le cas. On a aussi franchi cette décennie où à un moment, ennuyé finissait par devenir le gage d'être un film d'auteur. Bon. Et ça ne l'était pas. Mais il a fallu du temps pour le faire comprendre. En revanche, un cinéaste comme Yorgos Lanthimos, le cinéaste grec, qui a fait ce film qui s'appelle The Lobster, qui est en compétition avec Colin Farrell, Rachel Weisz, John C. Reilly, Léa Seydoux, donc avec des grandes stars internationales. C'est un film dont le mode de narration, dont l'histoire, ce que ça raconte, est quelque chose d'extraordinairement extravagant. Quoi. On ne comprend pas tout. Mais on est content de ne pas comprendre, on se laisse faire. On veut tenter de savoir ce qui se passe et on est content de nous montrer un monde non réaliste qui raconte autre chose. C'est non seulement ça le cinéma, mais c'est a fortiori ça le Festival de Cannes. Si on vient à Cannes, on vient pour vivre ce genre d'expérience. Pour entrer plus précisément dans la compétition, quel esprit vont insuffler les frères Cohen cette année ? J'en sais rien, je crois que si on leur posait la question, ils diraient, mais j'espère bien que c'est le contraire, on va nous insuffler, à nous, un esprit. Ils viennent dans un grand état de curiosité et d'envie, mais aussi de modestie. C'était compliqué pour eux, ils font partie de ces gens qui n'avaient pas envie de le faire. Hein. Pendant des années, ils disaient, on ne veut pas juger. D'ailleurs, ils disent bien qu'ils ne viennent pas en juge. On va voir d'abord comment ça va fonctionner avec leur jury, mais surtout, ils vont se laisser faire. Steven Spielberg n'imaginait pas qu'après 12 jours, il récompenserait un film comme La vie d'Adèle, qui est un film à l'opposé de ce que lui, comme artiste, comme cinéaste, a l'habitude de faire. Et c'est ça qui était formidable. C'est-à-dire qu'il a récompensé quelque chose qui ne lui ressemble pas. Quoi. Et les Cohen, peut-être qu'ils vont aimer un cinéma qui n'est pas du tout le leur. Vous qui connaissez tous les recoins du Festival de Cannes, à quel endroit a-t-on le plus beau point de vue ? Alors ça dépend ce qu'on cherche comme point de vue. C'est-à-dire, ça peut être un point de vue sur les marges, ça peut être un point de vue sur les films. Donc la position du spectateur, Truffaut disait, plus on est prêt et plus on voit des trucs sur l'écran. Il y a des gens qui, au contraire, s'obstinent à vouloir toujours se mettre en fond de salle. Moi, quand j'étais festivalier, j'essayais toujours, quand j'avais un billet qui n'était qu'au balcon, de tenter d'aller vers le bas. Moi, je suis un spectateur des premiers rangs. Mais sinon, il y a aussi de très beaux points de vue sur la baie de Cannes. Il y a de très beaux points de vue sur le photocall. Alors, ce qu'il y a de formidable toujours avec les photographes, c'est que les photographes, d'abord souvent n'ont pas vu des films, et en tout cas ne sont pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pas comme une conférence de presse où vous sentez immédiatement si le film a été bien accueilli ou pas. Donc les photographes leur donnent le moral, les mettent en joie. Parce que c'est des gens assez joyeux, c'est un groupe de gens complètement disparates, et il y a tout à coup là un espèce de climax de 10 minutes où les gens se font prendre en photo et qui fait partie beaucoup aussi de ce qui fait que Cannes est Cannes. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Dans un état d'esprit de plaisir, dans un état d'esprit de satisfaction que ça recommence. Moi, je prends vraiment les choses du bon côté. C'est-à-dire que d'abord, et quand je suis arrivé, quand Gilles Jacob m'a appelé à ses côtés, Cannes était déjà une machine extraordinairement bien organisée. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, puisque j'étais un festivalier fidèle et assidu, que j'avais une grande confiance. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que Cannes est une belle machine. Et je suis heureux d'avoir Pierre Lescure à mes côtés parce que c'est moi du coup qui l'accueille, parce que j'étais déjà là, il en est le nouveau président et déjà il amène quelque chose de singulier, de personnel dans l'équipe du festival et c'est formidable parce que c'est un travail collectif Cannes. Là, c'est moi qui vous parle, c'est moi qui parle de la sélection, mais il y a des gens avec moi qui la font, cette sélection. Et au moment où on se parle, il y a plus de 1000 personnes qui s'activent pour faire que Cannes soit Cannes. Et là, tout est prêt et on va accueillir les gens. Et ils entendent bien qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce sentiment que nous sommes en charge du Festival de Cannes, mais ça ne nous appartient pas. Ça appartient à tous ceux qui le font.
C'est comme les panneaux sur la croisette, les panneaux publicitaires partout, qui parfois pour les gens disent oui, ça veut dire quoi cette pub. Mais c'est heureusement qu'il y a des panneaux partout. Ça veut dire qu'il y a une certaine santé économique qui fait que les gens font de la publicité. C'est aussi ça le Festival de Cannes. Et les auteurs considèrent que c'est une espèce de maison commune et comptent sur nous pour la tenir en ordre et qu'elle soit prête chaque année à la même époque.